Bonsoir. Je souris parce que nous sommes filmés. Pour le public qui ne me connaît pas, je suis Nathalie Baucher-Lenoir, présidente de Gens d'Image. Quelques mots de présentation de cet atelier avant de laisser la place à nos invités. Flore, qui est à mes côtés, et Clémentine de la Ferronnière, qui va nous rejoindre, que je remercie d'être avec nous ce soir. Je veux vous dire combien je suis heureuse que cet atelier ait bien lieu, malgré les vents contraires. Merci à Alexandre Arminjon, photographe, de l'avoir organisé dans ce contexte si difficile. Merci à l'Académie des Beaux-Arts, qui expose Flore, de nous accompagner dans la réalisation de ce live, qui est une première pour nous, sous cette forme interactive. Vous pourrez tout à l'heure poser des questions à nos invités au cours de la soirée. Merci à la DAGP, à Marianne Ferrifal, sa directrice générale, de nous accueillir dans ce bel auditorium. Merci aux équipes de l'Action culturelle et de la com pour la mise en œuvre de cette présentation. Nous avions prévu d'inviter Flore à nous parler de son travail et de son dernier livre, L'odeur de la nuit était celle du jasmin, avec les écrits de Marguerite Duras. Et la formidable nouvelle est tombée le 1er décembre. Le jury du prix Nadar venait de lui décerner le prix. Édité par la maison CF, ce livre a été porté par Clémentine de la Ferronnière, que nous félicitons pour cet ouvrage réalisé de façon remarquable. Nous les retrouverons, Flore et Clémentine, pour la proclamation très différée du prix Nadar à la Bibliothèque nationale de France, date que nous pourrons fixer avec Sylvie Aubenas dès que la pandémie voudra bien desserrer son étau. Afin de laisser Jean-Baptiste et Colline animer cette rencontre, avant de les laisser commencer, je voudrais saluer Aurélie Lacouchy, déléguée du prix Nadar, qui ne peut être des nôtres ce soir, et Alain Escourbiac, imprimeur et vice-président de Gens d'Image, pour leur implication dans l'organisation et la réalisation du prix 2020, qui est le 65e du nom, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et là, si la caméra peut me suivre, je voudrais avoir le plaisir de vous montrer ce livre magnifique avec son sticker. Et je passe maintenant la parole à Jean-Baptiste et Colline. Bonsoir Merci. à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans cet échange organisé par l'association Gens d'Image. Ce soir, nous avons donc le plaisir de partager un moment avec l'artiste photographe Flore et l'éditrice et galeriste Clémentine de la Ferronnière. Quelques mots d'abord pour vous présenter. Flore, vous explorez depuis plus de 20 ans ce que nous pourrions appeler un territoire propice à la rêverie, c'est-à-dire plus précisément les lieux qui ont fait vos rêves d'enfant dans une famille habitée par la magie du lointain. Des grands-parents espagnols du côté de votre mère, du côté paternel des grands-parents qui ont vécu en Indochine, objet de votre dernier travail dans lequel vous vous êtes emparé de l'ombre de Marguerite Duras, de certains de ses mots, à la recherche de son pays d'enfance. C'est un trait qui vous caractérise aussi, nous le verrons. Vous aimez, Flore, célébrer la mémoire des artistes passés qui vous sont chers et suivre leurs traces en les reliant à votre imaginaire. Vos photographies sont singulières, notamment par leur teinte douce amère, où la mélancolie flirte sans cesse avec l'enchantement et qui me fait penser à ce vers du poète Paul Éluard, « Mon désir comme un peu de soleil dans l'eau froide ». Notons que vos photographies figurent dans des institutions prestigieuses comme le Musée du Petit Palais à Paris, la Bibliothèque nationale de France ou encore le Mémorial de Rivesaltes, un travail que nous évoquerons justement ensemble. Clémentine de la Ferronnière, de son côté, nous rejoindra au cours de notre échange. Quant à nous, Colline Olsina, je suis désolé d'avoir écorché votre nom, et moi-même, Jean-Baptiste Gauvin, après avoir notamment assuré conjointement la rédaction en chef d'un magazine en ligne dédié à l'actualité photographique, nous travaillons aujourd'hui sur des projets indépendants dans le champ de la photographie et de l'écriture. N'hésitez pas à poser vos questions, vous l'aurez compris, ce live vous donne aussi la parole. Vous pouvez écrire dans les commentaires de la page YouTube ou bien par email à l'adresse suivante, lesgendsd'images au pluriel, lesgendsd'images@gmail.com. Flore et Clémentine vous répondront dans la dernière partie de notre échange. Colline, je vous laisse commencer cet échange. Merci Jean-Baptiste. Donc Flore, nous allons évoquer ensemble votre parcours, ces chemins d'enfance, comme vous le dites, que vous avez emprunté tant de fois pour magnifier la poésie des jours heureux. C'est notamment le cas dans votre série dédiée au Maroc, que vous avez publié dans un livre aux éditions Contre-jour, Maroc, un temps suspendu. Pourriez-vous nous parler du point de départ de ce projet ? Bonsoir à tous.
C'est un livre hommage à ma mère. Alors, se dit comme ça, ça fait un peu intime. Mais ma mère était une artiste, peintre et graveur, et qui a beaucoup compté dans ce que je suis. Et elle est décédée il y a peu. Et j'ai commencé à me rappeler que j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait les souvenirs que j'avais de la vie qu'on avait eue ensemble quand on était petite avec ma sœur commençaient à s'effacer. Et donc non seulement je venais de la perdre elle, mais en même temps j'étais en train de perdre jusqu'aux souvenirs que j'avais pu avoir de notre vie. C'est à ce moment-là que j'ai compris un des nouveaux pouvoirs de la photographie pour moi que j'avais jamais utilisé, et c'était assez étonnant de découvrir, enfin je pratique la photographie depuis longtemps, et c'était assez étonnant de découvrir un nouveau pan inexploré. Et j'ai décidé de créer un corpus de photographie qui serait évocateur des souvenirs que j'avais d'une période de mon enfance. En fait, dans le milieu des années 70, mon père quitte ma mère sur le port de Tanger. Il n'y a pas de dispute, juste on est avec elle et ma sœur à Tanger, et mon père prend ses bagages et dit en fait moi je vais rentrer en France. Et ma mère à ce moment-là, elle a 35 ans à peu près, elle est l'artiste qu'elle a toujours été, elle va décider de rester vivre au Maroc. Et pendant des mois, elle a une petite voiture, une 4L blanche avec une toute petite caravane pliante et une guitare et ses aquarelles et ses blocs de dessin, et elle va décider de vivre là en fait. Et c'est assez marquant pour nous pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un espace de liberté qui est ouvert devant nous, et elle n'a peur de rien, c'est assez étonnant, et elle va commencer cette traversée du Maroc qui va durer longtemps et qui va nous marquer, je pense à jamais, et on va revenir de ce voyage différente. Et c'est ça que j'ai voulu essayer d'évoquer en fait. Très bien. Et donc, pour revenir donc, sur le Maroc, comment s'est passé votre retour là-bas pour réaliser cette série, et comment vous avez travaillé en fait sur place, j'imagine peut-être pour vous réapproprier des lieux qui avaient marqué du coup vos souvenirs? Alors, c'est pas que je suis retournée au Maroc, parce que le Maroc est un pays que je commence à connaître assez bien, parce que d'une part, je suis représentée au Maroc par la galerie 127, et j'ai un rapport depuis 10 ans avec Nathalie Locatelli qui fait que je suis quand même souvent sur place. Donc, je tenais plus compte de ce que je connaissais. Après, j'avais choisi un Polaroid comme boîtier, parce que déjà, à la base, c'est quand même des images qui sont floues avec des couleurs fausses, ce qui me semble toujours quand même ressembler aux images que j'ai dans ma mémoire, et peut-être dans la mémoire commune. Il y a quelque chose de faussé dans les couleurs et de pas très net. Et donc j'ai l'habitude de dire nous, parce que on le sait quand même, je suis mariée avec quelqu'un qui est aussi mon compagnon de travail, mon tireur, et voilà. Et en l'occurrence mon driver à l'occasion, et plein d'autres choses comme ça. Donc nous sommes partis plusieurs mois d'affilée sur 2 années pour faire ce travail. Alors d'un côté, des choses dont je me souvenais réellement, des endroits dont je me souvenais, et d'autres parce qu'ils n'avaient pas bougé, parce qu'il faut s'imaginer, entre les années 70 et maintenant, il y a quand même des choses ont changé, et parfois, ce qu'on va retrouver chez Duras aussi, c'est pas là où on a été qu'on retrouve le souvenir. Le souvenir, il peut se retrouver ailleurs. Donc on a essayé de trouver ça. Donc vous le dites, vos images ont un aspect, moi je dirais éthéré, okay. Proche des aquarelles des peintres, qui renforce une vision onirique du Maroc que vous proposez dans vos images. Est-ce que pour cela, il vous faut être dans un certain état poétique pour mettre en lumière les paysages, les lumières Oui, je pense, parce que il faut être à l'intérieur, il faut que je sois à l'intérieur de moi. Puis après, c'est aussi ce que j'essaie de transmettre quand j'enseigne. C'est être à l'intérieur de soi. Sinon, on fait des photos de voyage, en fait. Et l'idée, c'est pas je ne suis pas un photographe de voyage. Donc, j'essaie
de trouver à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de moi. Pour ça, il faut beaucoup travailler, beaucoup marcher, beaucoup essayer, beaucoup se tromper. Et donc encore une fois, vos photographies ont une texture très singulière. Pour ce livre en particulier, vous avez fait le choix de couleurs, on le disait, très douce amère. Pourquoi ce choix d'un traitement très pictural? J'imagine que c'est pour évoquer le souvenir, Mais c'est parce que dans ma tête, c'est pas si pictural que ça en fait. Je l'entends parce que ça fait longtemps qu'on me le dit maintenant, mais dans ma tête, c'est pas tellement pictural. Peut-être parce que avant la photographie, il y avait la peinture pour moi. Il y a toujours eu la peinture. Alors moi, je trouve que c'est des photos normales en quelque sorte, mais j'aime beaucoup le travail de la couleur en soi. Comment elle peut être vecteur en elle-même, indépendamment du sujet, je dirais. Pas réellement indépendamment, mais par elle-même. Comment elle peut être vecteur de certaines émotions. Et comment on peut choisir d'amener la personne qui regarde à ces émotions-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le lien qu'on peut faire entre ses propres émotions, la couleur ou le traitement globalement des images et les émotions que peuvent ressentir les spectateurs. Comment on les guide de l'un à l'autre. Et si ce travail, Flore, on a l'impression qu'il y a vraiment une sorte de réenchantement, ou en tout cas de féerie d'un lointain, d'un voyage, etc. Vous avez aussi des séries un peu plus dures, un peu plus noires. Je pense à celle que vous avez faite à Rivesaltes, on en a parlé au tout début de cette introduction. Vous êtes allé dans ce camp, cet ancien camp de prisonniers qui est situé dans les Pyrénées-Orientales, un camp qui est dédié à ce que le gouvernement français à la fin des années 1930 appelait les indésirables étrangers. Il y avait entre autres des exilés espagnols républicains qui avaient fui la dictature de Franco, comme vos grands-parents maternels. Il s'agissait pour vous de faire un travail de mémoire, j'imagine, un travail qui pouvait rendre hommage à ces victimes de cette sombre période. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand Adrienne Carré, mon compagnon, a fait une vidéo de ce lieu à un moment donné où je n'étais pas là. Et quand il m'a ramené les premières images, j'étais très surprise parce que je ne pensais pas que ça existait. Alors c'est étonnant parce que quand même j'étais nourrie dans ces histoires d'enfance sur les camps. Vraiment, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Et pourtant, et je viens du sud de la France, et donc on aurait pu croire que je connaissais l'existence. Et c'est le plus grand camp de France, donc on aurait pu croire que je connaissais cette existence-là. Et non. Et donc j'ai été choquée en quelque sorte que ça ait pu m'échapper. Et bon, j'ai commencé, je suis allée là-bas, j'ai tout de suite entendu dire qu'il avait commencé à être fractionné, qu'il y avait des parties qui avaient été vendues, qu'il y avait une zone industrielle qui était dessus, et ça m'a beaucoup blessée, je pense, en fait. Et je me suis dit, mais parce qu'il faut travailler dans une sorte d'innocence, sinon on ne fait rien. Donc j'avais l'impression que j'étais la première à aller sur ce camp, comme j'ai eu toujours l'impression que j'ai un lien avec du RAS, sinon on ne peut pas travailler. Je suis allée là et je me suis dit, il faut que je garde une trace de ça. Mais ce n'est pas seulement mes grands-parents. D'abord, c'est un camp qui est beaucoup plus qui a reçu des gens bien différents. Il y a eu des juifs, bien entendu. C'est un camp qui a servi de plaque tournante pour Drancy, quand le reste des camps a été fermé. C'est un camp très important dans l'histoire française. Il y a eu des harkis, il y a eu des Roms, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, pardon, le nom m'échappe. Il y a eu des prisonniers allemands, il y a eu des boat people. Et c'est un camp où, quand on est là, c'est 640 hectares, qui depuis la fin des années 30, jusque nous, quand on y était, il y avait encore un camp de transit. Donc ça veut dire qu'il y avait encore des gens qu'on amenait là pour les envoyer hors de France. C'est un lieu de souffrance. Et moi, ça ne m'intéresse pas de parler que de moi. Enfin, je veux dire, c'est intéressant de faire un travail comme ça s'il englobe les souffrances d'autrui. Parce que moi, j'ai été élevée comme quoi une vie est une vie. Il n'y a pas et ce n'est pas à moi de juger si une race a plus souffert que l'autre. En fait, je me refuse à ça. Donc c'est un camp plus large. Et vous avez dit quelque chose de très fort dans ce livre que vous avez édité chez André Frères. Vous dites « j'ai embrassé ces lieux ».
Vous êtes fondu dans ces lieux, vraiment. J'imagine que pour vous, qui célébrez beaucoup la douceur de vivre aussi dans vos images, là, c'était quand même un acte difficile, peut-être, ou en tout cas un engagement profond. Ah oui, déjà, sinon j'aurais honte. Hein. Enfin, aller sur un endroit comme ça, en dilettante, j'aurais vraiment honte, ça me questionnait énormément, j'y allais tous les jours, je me suis énormément documentée, tous mes amis, tous mes proches, plein de gens m'ont envoyé de la documentation, j'ai vu des philosophes, des historiens, enfin j'ai essayé de comprendre vraiment ce qui s'était passé. Pour les harkis, je me suis renseignée, je voulais me positionner, c'est très important pour moi, comment je me positionne quand je travaille, je voulais me positionner clairement pour faire des images que je pourrais défendre clairement. Donc oui, c'est très difficile. J'ai fait deux séries. Une première on peut dire sur l'empathie, qui s'appelle Loin de l'espoir, et qui était clairement nourrie par ce que j'avais entendu, tous ces récits de souffrance que je connaissais. Et puis au bout d'un an, ça devenait vraiment trop difficile. Et j'ai fait Je me souviens de vous, qui est le premier travail en couleur que j'ai réalisé, dont je suis contente rétrospectivement, et qui est plus un travail sur la mémoire. On pourrait considérer qu'en quelque sorte c'est le premier travail sur la mémoire pure, c'est de quoi on se souvient quand on est quelqu'un de la deuxième génération. On est beaucoup maintenant à être des gens de la deuxième génération. Comment notre mémoire des choses qui ont été fondamentales s'efface ou pas, ou s'efface même si on voulait la garder vive. Ce travail sur la mémoire que vous faites, soit dans des lieux de souffrance comme Rivesaltes, qui est très sombre, ou beaucoup plus doux dans un Maroc onirique, sont toujours pour vous un engagement politique aussi ? Oui. Oui. Je pense que, indépendamment du sujet aujourd'hui, pour moi, être une artiste, c'est un engagement politique, dans le sens où c'est considéré qu'on va vouer sa vie à quelque chose dont on décide que ça a plus de valeur que l'argent. Et c'était quand même pas le courant actuel, et je suis convaincue que si on était plus comme ça, il y aurait moins de malheureux sur Terre. Et c'est une contre-proposition, c'est une posture au monde, oui, bien sûr. C'est aussi contre le désenchantement du monde, on pourrait dire. Parfois, j'ai ce sentiment avec vos images que, puisqu'ils sont des petits cadres aussi propices à la rêverie, ils viennent s'inscrire un peu contre le courant d'un certain désespoir, peut-être, ou d'une certaine... peut-être d'une célébration un peu sombre des choses. Peut-être que d'un certain côté, faire du beau, en tous les cas faire, hein, c'est-à-dire cet acte de création qui est entre les mains de tous. Hein, c'est Moholy Nagy, vous savez, l'enseignant du Bauhaus, qui a dit qu'il y avait de l'art en chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous est artiste, ça veut dire qu'il peut à un moment donné créer. Et en ça, je pense que c'est lutter pied à pied contre une vague très sombre qui nous arrive et qui est le siècle dans lequel on vit. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le sens. Il y a des progrès techniques, mais pour ne pas rentrer dans un débat politique, je n'ai pas toujours l'impression qu'il y a des progrès humains. Et moi, je fais des petites choses, pied à pied, avec les moyens que j'ai. Et depuis un peu plus d'un an, d'ailleurs, vous êtes engagé auprès d'une association qui vient en aide, qui soutient l'aide alimentaire. Vous pouvez nous en dire quelques mots Je pense que vous évoquez Photo for Food. Alors, je ne veux pas oser dire que je suis engagée, parce qu'il y a des gens comme Virginie et Olivier Goua qui sont tellement engagés de manière tellement admirable dans Photo for Food que ma présence parmi eux est plus une source de fierté pour moi qu'autre chose. Je suis très heureuse de participer à ce projet global qui a donné lieu à un livre et à une édition de tête. Et je crois que nous sommes 21 au total photographes à avoir donné des œuvres, et l'ensemble des prix des ventes et du prix du très très beau livre qui vient d'être édité par Photo for Food est reversé pour des repas chauds. Moi, ça me paraît simple, mais
ça me paraît être dans la vraie vie, en fait, d'aider des gens qui ont plus besoin que nous. Oui. On va passer à la seconde partie de la conférence. On va parler de ce travail en Indochine autour de Marguerite Duras. Je vous propose de regarder un extrait du film qui présente ce livre et ce voyage. Certainement que si je suis ici à m'intéresser à la vie de Marguerite Duras en Indochine, c'est non seulement pour elle en tant qu'écrivain, mais certainement que l'écho qu'elle trouve en moi si profond pour que je fasse un travail, puis un deuxième, il est dû au fait que mes grands-parents ont vécu en Indochine dans la même période qu'elle, c'est la période entre les années 20 et 30. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Il faut dire que cette famille-là, qui est ma famille paternelle, ce sont des gens que j'ai peu connus. Donc on les voyait un petit peu, mais pas beaucoup, et ils gardaient cet air de mystère. Et quand j'allais chez ma grand-mère, je n'y dormais jamais, par exemple. C'était une maison qui était exotique pour moi, puisque j'y venais peu. Mais d'autre part, parce qu'elle avait gardé les meubles indochinois. Il y avait un Bouddha sur la cheminée. Quand on nous appelait à table, elle tapait sur un petit gong. Il n'y a rien de plus attirant que taper sur un petit gong quand on est enfant. Et quand tout ça a disparu, qu'elle est décédée, tout a été dispersé sans que les petits-enfants soient concernés. Et j'en ai gardé comme une sorte de manque très, très clair. Plus tard, j'ai récupéré quelques photos, mais en tous les cas, ce mythe, il était construit, ça c'est ça. Alors, si je devais dire quelques mots sur le travail de Flore, il y en a un premier qui me vient à l'esprit, c'est Sensible. Sensible dans son approche autobiographique. Pour moi, il déroule une forme de fiction de soi. Mon univers, il est intérieur, avant toute chose, obsessionnel dans un sens, certainement relativement atemporel et peut-être un petit peu mélancolique, la mélancolie n'étant pas la nostalgie, et aussi certainement onirique un peu. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Clémentine de la Ferronnière. Vous êtes galeriste, éditrice de livres dédiés à la photographie avec votre maison d'édition baptisée Maison CF. Et donc vous avez notamment publié ce livre qui a reçu le prix Nadar 2020, L'odeur de la nuit était celle du jasmin, donc du travail de Flore dont nous allons parler avec Colline tout de suite. Oui, donc votre dernier ouvrage, dont Jean-Baptiste a dit le nom, L'odeur de la nuit était celle du jasmin, vient de remporter le prix Nadar, tandis qu'une exposition sur ce travail a lieu également à l'Académie des Beaux-Arts, qui vient de rouvrir ses portes aujourd'hui. C'est une grande chance. Donc pour ce travail, vous êtes allé dans l'ancienne Indochine, au Vietnam, sur les traces de Marguerite Duras, là où à la même époque, vos grands-parents paternels ont habité et lieu qui a nourri votre imaginaire d'enfant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, avec plaisir. C'est le deuxième ouvrage que je fais autour, on va dire, du cycle indo-chinois de Marguerite Duras. Celui-ci, il est particulier dans le sens où il fait suite au prix de photographie Marc-André Lacharrière en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts. Ça veut dire que j'ai reçu un prix magnifique, que j'ai été soutenue pendant 2 ans pour faire un travail qui me tenait particulièrement à cœur et dont l'aboutissement est l'exposition qui vient de réouvrir, dont vous venez de parler. C'était important pour moi parce que j'arrivais pas tellement à quitter Marguerite Duras. Enfin, je crois que les Durassiens voient à peu près de quoi je parle, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on peut trouver comment dire, je ne sais pas comment dire, ça peut être un peu pénible par moment de la fréquenter assidûment, mais elle est difficile à quitter. Et donc après que j'ai fait Lointain Souvenir, je m'étais dit non, c'est terminé, Marguerite Duras, c'est fini. Et puis il y avait quand même quelque chose qui n'était pas dit encore, et j'ai fait un projet qui parlait de nouveau, on va dire, plus de l'idée de l'exil, c'est-à-dire ce livre, ça serait comme
les souvenirs d'enfance qu'elle aurait pu avoir de son adolescence en Indochine. Mais en creux, c'est dire que le fait qu'elle a dû quitter cette terre de son enfance est fondateur dans sa fiction littéraire. Et c'est ça que j'ai essayé d'appréhender en fait. Donc c'est la thématique dont vous allez plus parler après avec Jean-Baptiste, mais tout d'abord, j'aimerais savoir ce qu'a été pour vous la découverte de l'Asie et qu'est-ce qui a saisi votre regard dans ce coin du monde. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vais partir avec des images que j'ai déjà dans ma tête. Alors, ces images, en l'occurrence, elles sont doubles. Elles sont d'un côté je vais commencer par ce qui est le plus ancien. Peut-être elles sont d'un côté toutes les histoires que me racontait ma grand-mère de sa propre vie en Indochine. Et quand j'étais vraiment petite, c'était assez troublant quand même. Ma grand-mère, elle me racontait qu'elle avait un tout petit singe apprivoisé, qu'elle portait sur l'épaule. Je voyais les meubles, quand j'allais chez elle, je voyais les meubles dans le salon. Ils étaient vraiment différents des meubles dans le salon de mon autre grand-mère. Il y avait un Bouddha sur la cheminée, des grands vases bleus. Et puis, voilà, elle nous appelait à table avec ce fameux petit gong dont a parlé Nicolas Comment dans la revue des Deux Mondes, et c'était mystérieux pour moi cette vie. D'autant qu'en fait cette grand-mère-là, je la connaissais très peu, j'allais pas beaucoup chez elle, et quand j'allais chez elle, on n'y dormait jamais, on n'y passait pas Noël. Donc il y a comme une sorte de mythe qui s'est formé autour du personnage de cette grand-mère-là. Et d'un autre côté, pour avoir lu tout le cycle indo-chinois de Marguerite Duras, c'est quelqu'un qui écrit avec des mots qui pour moi font des images. Donc je vais pas en voyage en Asie. Je vais avec tout mon bagage intérieur que j'essaie de protéger le plus que je peux pour que la vraie Asie, en quelque sorte, et on ne part pas en vacances, pour que la vraie Asie, elle ne rentre pas à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ramener quelque chose qu'on avait déjà à l'intérieur de soi, le mettre à jour pour que d'autres gens le voient en fait. Très bien. Et justement, donc, les images que vous présentez dans ce livre, vous dites que ce n'est pas du tout des images de voyage, on l'a bien compris. Il y a une tonalité très sombre et très mélancolique qui contraste déjà avec ce qu'on se fait de l'image qu'on a de ces pays. Et vous semblez vous concentrer quand même sur des lieux vagabonds, abandonnés, même pour certains qui sont de l'ordre de l'intérieur, de l'intime. Et qui évoque les vestiges d'une époque révolue. Alors, pour moi, quand même, enfin, quand je fais un travail comme ça, il est quand même très, je dirais, très ancré dans Duras. Et Duras, j'espère ne trahir aucun des Durations, mais il me semble que c'est quand même quelqu'un qui est assez âpre. Enfin, ça peut être même très, 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 très dur. Elle raconte rien de léger ni de joli, il n'y a pas de joliesse chez Duras. Donc peut-être quand j'attaque, on va dire, la pensée esthétique des images, je la prends comme ça, à la source de cette chose assombrie qu'il y a chez elle. Après, certainement, j'y mets un peu du mien, et la mélancolie, certainement. Mais il y a peut-être aussi toujours de la mélancolie et dans l'exil. Enfin, si on part du principe que c'est une histoire en creux d'une forme d'exil, je pense qu'il y a au moins du regret, il y a au moins... ça n'empêche pas que ça soit beau, parce qu'il y a, je pense, cet embellissement du souvenir qui est lié, me semble, qui est dans le propre de l'exil. Mais je l'attaque par le texte, il me semble. Et... il y a quand même 100 ans qui se sont passés. C'est normal que les bâtisses, elles soient en des études, et puis je préfère les choses un peu fanées, les beautés fanées, enfin, me semble. Cette douleur dont vous parlez, cette douleur de l'exil, est-ce que vous l'avez ressentie, vous, en devenant adulte ? Est-ce que ce que vous montrez aussi à travers votre travail, c'est que nous ressentons tous un peu cette douleur à travers peut-être un exil par rapport à nos songes d'enfance ? Ah, c'est joli. Ah, je ne me l'étais pas encore dit comme ça, mais peut-être qu'il y a quelque chose, oui. Peut-être qu'il y a
du fait qu'on devient adulte et qu'on a quitté son enfance, enfin si tant est qu'on ait eu une enfance qui soit difficile à quitter, ce qui était mon cas, et visiblement le sien aussi malgré tout, hein, ou peut-être même qu'effectivement quitter l'enfance, même si elle a été une enfance dure, hein, on sait que les enfants qui ont vécu des choses dures avec leurs parents n'en restent pas moins attachés à leurs parents. Enfin, c'est l'amour. Enfin, oui, on peut être certainement en exil de plein de choses, y compris de formes d'amour diverses et peut-être douloureuses, comme elle l'a montré dans... Oui, tout à fait, c'est assez Durassien. Et Marguerite Duras, justement, a des mots assez beaux à ce sujet. Elle parle de la forêt de l'enfance. Oui. Dont vous parlez justement dans le livre. Je voulais savoir comment les mots ont guidé votre travail. Vous en avez déjà un peu parlé, mais on a compris, et surtout je trouve qu'on le comprend vraiment en regardant et votre exposition et votre livre, que c'est pas du tout une illustration de ces mots où vous auriez voulu que vos photographies soient une réponse à des mots. C'est plus comme si, vous allez me le dire, mais ce murmure de Duras vous accompagnait, quoi, et était plus oui, comme un guide peut-être. Oui, ça m'aurait paru, enfin maintenant, enfin, je commence à devenir, si ce n'est âgée, du moins mature, au moins dans ma pratique, on va dire, et ça m'aurait paru assez pauvre en fait d'illustrer Duras, en particulier Duras parce que elle-même, c'est un créateur qui a fait preuve de tellement de liberté que j'essaie au moins d'être à la hauteur, si ce n'est à la hauteur, du moins de me hisser à la hauteur de sa pratique. Et effectivement, l'illustration me paraît un peu le degré zéro du rapport entre la photographie et la littérature. C'est plutôt une réponse qui est une forme de fiction en réponse à sa forme de fiction à elle. C'est deux médiums qui pourraient éventuellement chercher à établir un dialogue. Oui, je le dirais plus comme ça. Et donc le grand travail, évidemment, c'était aussi de le faire dialoguer dans un livre, pardon. Voilà, on va évoquer avec vous, Clémentine, ce livre et aussi cette maison d'édition que vous avez montée, Maison CF. Donc avec Flore, vous avez obtenu le prix Nadar 2020 qui récompense, je le rappelle, un livre dédié à la photographie en France chaque année. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée la fabrication de ce livre et cette collaboration avec Flore ? Oui, avec plaisir, parce qu'on est très très heureuse d'avoir reçu ce prix qui compte beaucoup, je pense, autant pour Flore que pour moi. Et c'est vrai que c'est un livre qui a été conçu dans un apprentissage de l'une et de l'autre, parce que Flore avait déjà publié ses livres précédents chez d'autres éditeurs. Elle était représentée par une autre galerie à Paris, donc ce projet est né et a grandi avec nous. On a appris à se connaître, on a appris à se faire confiance et effectivement, je pense que le résultat témoigne assez bien de cette collaboration qui est vraiment absolument merveilleuse. Oui, vous avez fait un objet très raffiné, quoi, avec un format atypique en plus, donc il y a quand même on sent qu'il y a un travail aussi vraiment autour de l'ouvrage. Oui, alors tout à fait. Flore avait une idée très précise de la forme du livre, comme elle a une idée très précise de ses expositions, de la façon dont elle va travailler ses tirages, et ça passe vraiment dans le travail de Flore par la forme. Cette forme est effectivement très originale. C'était une idée qu'elle a eue aussi avec Adriane, qui l'accompagne beaucoup sur ses projets de livres. Moi, je suis au service de mes auteurs. Après, j'ai effectivement toute une chaîne de fabrication qui est exceptionnelle derrière. Mais on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire que ce format, qui effectivement paraissait étrange sur le papier, mais on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. Et c'est vrai que quand on a reçu la maquette en blanc quelques semaines avant d'imprimer le livre, avec un premier papier, parce qu'on a dû chercher le juste papier pendant très très longtemps, on a eu un vrai choc. Alors, pour la petite histoire de fabrication, parce qu'on parle de fabrication, on a eu un double choc, parce que comme c'est une reliure à la japonaise et que les feuilles sont pliées en deux, l'imprimeur avait cru qu'on voulait le double du nombre de pages. Donc c'était plus proche d'un dictionnaire que d'un livre d'artiste. C'est très gros. Ouais. Sur le coup, on a eu vraiment très très peur et
et voilà, mais c'est vrai que c'est un format très très original. Et c'est là où le rôle de Flore comme auteur est extrêmement abouti et extrêmement mature. C'est que dans ce livre, elle prend la décision et la direction de rentrer dans ces images, de les couper, de les impacter sur un support de livre. Et pour moi, comme éditeur, c'est un vrai bonheur de pouvoir produire un objet éditorial qui a un sens pour le livre. Quand Colline et moi sommes allés voir Flore pour préparer cette conférence, elle nous a dit que vous aviez réussi à réaliser le livre dont elle rêvait. Donc on se demandait, Colline et moi, comment on peut rendre concret dans un livre le désir d'un artiste. Bon, déjà, je pense qu'il faut l'écouter. Parfois, il faut se mettre un peu en rogne quand on n'est pas d'accord. Et puis après, surtout, il faut savoir s'accompagner des personnes qui ont la main mise sur leur corps de métier. Donc on en a parlé, la présence d'Adriane sur le projet de livre était extrêmement précieuse, notamment dans tout ce qui est traitement de la chromie, qui était extrêmement complexe dans cet ouvrage. On a fait appel à une graphiste qui travaille beaucoup avec moi, Nelly Riddle, qui a réalisé beaucoup de mes livres, pour amener une toute petite touche qui avait l'air d'être rien du tout, mais qui était le choix de la typographie et qui, pour moi, éditeur vraiment très traditionnel dans ma pratique, était vraiment un point essentiel. Et ensuite, effectivement, un fabricant, un imprimeur. Alors, on a eu la chance de travailler avec l'imprimerie des Deux Ponts, qui est en France, à Grenoble. Et qui a toutes les fonctions de reliure en interne. Et je pense que sur ce livre en particulier, la reliure joue un rôle particulièrement important. Sur l'histoire du pliage des pages, on peut voir que vraiment la facture a été extrêmement bien achevée. Et ça va jusque-là, un livre. Ça va vraiment jusqu'au bout. Justement, j'aimerais qu'on évoque un petit peu votre activité d'éditrice, Clémentine. Vous publiez des livres d'une grande qualité esthétique. Bon, c'est une question un peu vaste, mais quels sont certains de vos partis pris dans ce domaine ? En fait, je me laisse vraiment guider par mes auteurs. Très honnêtement, je pars du principe que rien n'est impossible. Et je pars aussi du constat qu'il y a beaucoup de livres. Et je me pose toujours la question de est-ce que mon livre va dans le temps rester, durer, et est-ce qu'il va intéresser quelqu'un ? Voilà, mais vraiment, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'avoir des photographes qui portent leurs projets et qui ont des envies, et de pouvoir trouver les solutions pour les accompagner, pour répondre à leurs envies. Et je vois aussi que vous avez fait des choix parfois un peu audacieux aussi. Vous avez publié récemment un livre sur la haine, dans lequel vous n'avez pas hésité à publier le script du film, et également un autre livre sur les premières photographies de Martine Parr. Donc vous aimez quand même sortir des sentiers battus et montrer des images inédites. Oui, alors tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on a rebaptisé la maison d'édition qui portait mon nom et donc celui de la galerie pour le nom Maison CF il y a 2 ans maintenant. C'est parce que la maison d'édition a une vocation de sortir un petit peu des choix de la galerie, qui sont guidés par la galerie. Vous parlez du livre de la haine. En l'occurrence, c'est une histoire qui est tout à fait liée à la galerie parce que c'est un projet qui a été photographié par Gilles Favier, qui est un des photographes de la galerie, et que j'avais poursuivi à l'époque parce que je savais que c'était lui qui avait fait ces photos-là. Donc c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis longtemps, et quand Mathieu Kassovitz l'a appelé pour lui dire la haine à 25 ans, on va faire un livre, on va faire quelque chose, évidemment on a sauté sur l'occasion. Le livre de Martine Parr est aussi lié aux représentations de la galerie. On a une spécialisation sur la photographie britannique. Martine Parr est un grand défenseur de la photographie documentaire britannique. Et ça faisait beaucoup de sens pour nous de publier ce livre qui sera accompagné d'une exposition qui a été reportée au printemps 2021 à cause du Covid sur les early works de Martine Parr, qui sont en effet un côté plus inattendu de ce photographe. Est-ce que vous avez des projets éditoriaux dont on peut entendre parler déjà prochainement bon, même si la situation évidemment... Alors non, on n'a jamais autant publié de livres qu'en 2020. Donc bon, voilà.
Ça, c'est un fait. Je ne sais pas ce qui se passera en 2021, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va republier un livre de James Barnor, qui est un photographe avec lequel on travaille beaucoup parce qu'on étudie son fonds d'archives actuellement. Et on avait publié un livre il y a 5 ans qui est maintenant épuisé. Donc on va ressortir un livre qui accompagnera son exposition à la Serpentine de Londres, qui ouvre le 29 mars, donc ça va arriver très vite. Juste une question, Flore, sur le livre, puisqu'on parle encore de l'édition photo. Quand on est photographe, le livre, c'est quelque chose un peu à part dans son travail, ou est-ce qu'on fait un travail photographique en pensant au livre d'abord ? Je pense que ça dépend des photographes et pour ce qui est de moi, ça dépend du projet. Alors, et c'est intéressant aussi la réflexion, je pense qu'on peut avoir au fil des ans là-dessus. Donc, Lointain Souvenir, c'était vraiment un livre qui a été pensé pour le livre. Les images étaient faites pour le livre. Parce que là, quand même, l'ensemble des images a été fait pour l'Académie, c'est-à-dire même pour le pavillon Comtesse de Caen. Vraiment, je fermais les yeux et j'imaginais combien j'en aurais besoin, est-ce qu'il y aurait de la couleur, est-ce qu'il y aurait des hélios, enfin, tout ça a été pensé pour. Mais après, ce que je trouve vraiment enrichissant, je trouve, c'est de ne pas faire un catalogue comme ça aurait été un peu pauvre, et de pouvoir inventer, comme le disait Clémentine tout à l'heure, quelque chose avec le fond. Après tout, c'est un fond dans lequel il n'est pas sacré, puisque c'est le mien, en l'occurrence c'est le nôtre, un fond d'image dans lequel on puisse, à sa guise, couper, ne pas tout mettre, et qui soit en soi... Moi, j'aime ça, les livres. En fait, je trouve quand elle disait qu'on était heureuse pour le prix, mais je pense que oui, on a été vraiment heureuse. Enfin, un livre, c'est super important. C'est aussi la mémoire de ce qu'on fait ensemble. Moi, quand je ferme les yeux, je me dis, bon, maintenant, il va être à la BNF. Et voilà, ça laisse une trace de notre rencontre, de notre collaboration, de plein de choses. Et oui, il est pensé comme un aboutissement en soi. En fait, c'est ça qui est intéressant. Puis j'imagine pour vous, Clémentine, de voir un peu cette... association magique des images se faire, en même temps vous, parfois suggérer ici ou là, d'en bouger peut-être les choses, etc. Ça peut être assez passionnant de voir tout ce mouvement, on pourrait dire le chemin de fer du livre se faire peu à peu. Alors, ce qui a été le plus surprenant pour moi dans ce livre-là, c'est vraiment le parti pris de se dire, bon bah sur une page aussi allongée, je fais le choix d'y aller, de la couper, et c'est comme ça qu'elle sera, et c'est admirable, je trouve, d'avoir un artiste qui se projette autant dans un objet livre. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un livre d'artiste publié chez un éditeur, quoi. Pour moi, voilà, après, je viens de t'envoyer des fleurs, mais c'est vraiment un bijou, quoi. C'est quelque chose qui est à la fois très classique et en même temps culotté et très original. C'est vrai que Colline et moi, on avait senti ça, ce côté très précieux, que les photographies parfois soient aussi assez petites en format dans le livre, mais que du coup ça donne un aspect aussi très, très précieux au livre. Et radical. Oui. et je pense qu'on est aussi très surpris quand on va voir l'exposition à l'Académie, de revoir ces images, de les redécouvrir, et en même temps d'avoir un même sentiment quant à la fiction, à la façon dont elle est mise en forme dans le livre, dans l'exposition. Il y a une unité, on n'est pas dans quelque chose de radicalement différent, c'est là où c'est très réussi. Aussi, vous parlez de la typo, Clémentine, mais je crois qu'effectivement c'est aussi peut-être l'aspect qui devait être compliqué un peu avec ce livre, d'arriver aussi à faire un écrin pour les mots de Marguerite Duras, d'arriver à faire en sorte que les mots de Marguerite Duras chantent aussi, parce que je ne sais pas si c'est ton sentiment, moi j'ai senti en tournant les pages de ce livre que vraiment les mots de Duras je sais pas, deviennent fiction. Oui, c'est vrai peut-être, et puis était comme peut-être arriver à mettre un peu comme de l'eau qui viendrait teindre un peu les images. Je trouve elle se dilue, voilà, je voulais dire ce mot. J'ai l'impression que les mots de Duras sont dilués à travers le travail de Flore. Donc j'imagine que la typo, voilà, était un travail important. C'était compliqué, je pense que c'est le mot. Oui. De trouver la bonne typo, ouais. Et qui... Oui, peut-être que... Enfin, je pense qu'une collaboration, c'est aussi quand le meilleur de chacun peut s'exprimer. Et au début, le meilleur de chacun, quand on est sur un début de relation, on ne sait pas où sont les points forts de l'autre. Et clairement, la typo, c'est le point fort. Enfin, c'est pas le point fort, parce que
franchement, elle en a plein. Mais la typo, c'est aussi... Clémentine adore ça, donc c'est là... Je pense que c'est toujours intéressant de travailler avec des gens qui sont dans l'excellence. En tous les cas, moi, plus j'avance et plus c'est là que je trouve qu'il y a du plaisir dans l'échange. Et en particulier, Clémentine, c'est quelqu'un qui adore ça, donc d'avoir une réflexion sur la typo, je pense que c'était enrichissant pour moi en tous les cas, et je suis très heureuse. D'ailleurs, on a repris à l'Académie la typo qui est la typo du livre, qui je pense est assez évocatrice. Quand j'ai vu on avait hésité entre deux, mais les deux avaient quand même cette chose un peu particulière. Je pense qu'elles évoquent, il me semble, tu me diras si je me trompe, à la fois une temporalité et un déplacement dans l'espace quand on les voit. Moi, c'est ce que je sens quand je la vois. Et c'est en ça que je la trouve réussie. Alors, on a une question de Sandrine qui demande si vous avez des influences photographiques. Non, je crois pas dans le sens de gens qui... je pense qu'il y a des gens qui ont compté pour moi, et là je réponds, j'ai une carte blanche de Nine Lives en ce moment, où je commençais à parler des gens qui ont compté pour moi, mais ils ne sont pas tous, c'est les créateurs, ils ne sont pas tous des photographes. Il y a des gens qui ont compté pour moi quand j'ai commencé à apprendre la photographie de manière, j'étais adolescente, de manière très marquante sur ce qu'est la forme. Je dirais, même s'il n'y paraît pas, Robert Capa, pour les résumer, parce qu'on n'a pas la soirée pour en parler, Robert Capa, Mapplethorpe, Sarah Moon, Sudek. Voilà, c'est des choses qui ont vraiment marqué l'écriture, mais c'était il y a très très longtemps, et maintenant je crois qu'elle est assez stable, il me semble. Après, les créateurs qui comptent pour moi actuellement, ce sont plutôt des créateurs qui comptent pour le rapport qu'ils ont à l'art, en fait, leur liberté, donc la pratique qu'ils peuvent avoir, donc comme Marguerite Duras en tant que créateur, mais pas seulement en tant qu'écrivaine, aussi comme cinéaste. Ou de fréquenter Louise Bourgeois, par exemple, mentalement, ça compte pour moi. Et le dernier, je pense, qui en tant que photographe, c'est Miroslav Tichy. Miroslav Tichy, parce que quand j'ai vu le travail de Miroslav Tichy, je me suis dit, en fait, il y a encore des gens libres en ce bas monde, et il ne faut pas perdre ça de vue, quoi. Alors, on a une autre question sur l'exposition. D'une personne qui souhaiterait que vous nous parliez des très beaux tirages présentés, parce qu'il y en a qui sont réalisés à l'or, si je ne me trompe pas, d'autres qui sont teintés au thé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est ça aussi qu'on a essayé de raconter dans la chair du livre, je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait, à l'Académie des Beaux-Arts, il y a une 60aine d'images qui sortent quasiment toutes de notre atelier. Donc le noir et blanc qui est teinté au thé et ciré, je l'ai tiré moi-même. Les tirages couleurs qui sont des tirages pigmentaires sur papier japon qui sont cirés, c'est Adrienne Claret qui les a réalisés. On a aussi fait les pièces, alors qu'elles ne sont pas à l'or, parce qu'il existe des images à l'or, elles sont marouflées sur or, c'est des images sur Gampi marouflées sur or, et il y a à l'Académie 5 héliogravures qui arrivent de l'atelier Héliog. Donc je suis très contente. Alors une question un peu technique de Dominique, avec quel appareil photo vous travaillez en général ? Je travaille le plus souvent avec un appareil photo différent en fonction de la série. Après, il y a des récurrences. En règle générale, pour la couleur, je suis en Polaroid, donc avec des 670, chose assez classique. Mais là, c'est un tout petit peu particulier parce que c'est un Mamiya 7.2 et surtout, c'est la première fois depuis 2007, je pense, que je ne suis pas dans un format carré et que je récupère un petit rectangle un peu trapu. Alors, on a Hervé qui nous demande... Le cinéma de Duras a-t-il autant compté que ses livres dans votre travail sur l'Indochine ? Le cinéma de Duras, il compte énormément pour moi parce qu'il me semble que c'est un des endroits où on voit le plus à quel point elle travaillait que pour elle-même. Elle faisait que ce qu'elle voulait, que ce qui lui faisait plaisir, et je suis dans une admiration pure
pour cette pratique artistique libre de contraintes autres que celles qu'elle se met. Je pense qu'elle doit être assez grande quand même. Justement, à propos des contraintes, on a une question de Barthes qui dit donc vous parlez du rôle de l'artiste qui consiste à rebalancer le pouvoir de l'argent. Pouvez-vous développer sur les moyens possibles pour arriver à ce résultat? Je ne dirais pas rebalancer, je dirais que à titre personnel, c'est une posture. Je ne sais pas, que je n'ai aucune leçon à donner à personne là-dessus. Hein. Je considère que être une artiste, pour moi, c'est me tenir droite dans ma croyance. Et la révolution commence par chacun, en fait. Chacun doit être libre à l'intérieur de soi-même. Et il me semble que c'est décidé que votre vie, elle est consacrée à autre chose globalement, qu'il y a une valeur au-dessus de l'argent. Et cette valeur, c'est l'art, en fait. Je ne peux pas le résumer plus. Donc c'est uniquement en le vivant, enfin pour répondre à ce spectateur, c'est uniquement en le vivant qu'on lutte, en fait. Voilà. Pour moi, il y a l'amour et l'argent, l'amour et la photographie. Et l'argent, c'est une fausse valeur qu'on a décidé de nous donner, mais je n'y crois pas tellement, en fait. Alors, il y a quelque chose que je me demande, Flore, parce qu'on l'a expérimenté avec Colline, et puis notamment quand on a eu la chance de pouvoir passer rapidement chez vous, on a vu que vous étiez très nourri par les livres et par la littérature. Est-ce que c'est l'art qui peut-être a le plus de place pour vous avec la photographie ou pas? Ou en tout cas, est-ce qu'il vous nourrit, il a l'air de vous nourrir beaucoup? De la littérature, on parle pas mal de littérature des fois aussi. Hein. Oui, quand même, parce qu'il me semble que la littérature, d'aussi loin que je me souviens, j'ai appris à lire très petite et puis j'ai toujours adoré ça, parce qu'il me semble que c'est un moyen de voyager en solitaire et assis chez soi et avec pas beaucoup, hein, parce que c'est un petit livre, ça prend pas de place et si vous voulez, je sais pas, mettre guerre épée, ça tient rien, quoi, et on peut faire un voyage tout seul. Hein, voilà, je pense que le pouvoir des mots, il est extrême. Mais je pense qu'après, les arts plastiques me nourrissent, la peinture, sculpture, etc. Oui, c'est énormément, oui. En tout cas, il y a cette citation de Proust au début de votre livre. Elle est importante parce qu'elle dit beaucoup aussi quand même de votre travail. J'ai l'impression de revendiquer peut-être que le rêve dans la vie est parfois la vie elle-même, ou en tout cas le fait de vivre. Oui, il le dit très bien. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est l'endroit où, oui, c'est l'endroit du temps aussi, d'un temps lent, d'un temps où on n'a pas de compte à rendre. C'est l'endroit de la construction de la pensée, le rêve. C'est l'endroit où on peut mettre des choses à la place du vécu. Et la photographie, elle a aussi ce pouvoir de mettre des images à la place du réel. Et ces images, elles vont devenir plus vraies que le réel. C'est ça, parce que c'est vrai que la place de la fiction, dans un sens, dans votre travail, est très important. Vous posez quand même de façon très différente par rapport à des photographes qui seront beaucoup plus à essayer de tenter de reproduire le réel avec la photographie. Vous cherchez à faire des portes aussi vers le rêve. Je peux dire ça. Ah oui, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de façons c'est un médium très riche, hein, la photographie, donc je pense qu'il y a beaucoup de façons de l'adapter à soi. Il me semble, moi c'est ma manière de faire face au monde. Le monde me paraît terrible, en fait, je ne peux pas dire, mais ça me paraît extrêmement, d'une violence extrême, mais je ne m'en cache pas. Donc oui, c'est une façon d'y faire face. Alors on a une question pour Clémentine, de la part d'Adrien. Comment vous êtes devenue galeriste? Par l'édition. Voilà, je suis devenue galeriste par édition parce que j'étais éditeur de livres de photographie et que la galerie était un bon complément pour soutenir les photographes et pour exposer leur travail. D'accord.
Et je disais, on a plusieurs questions qui arrivent. Une autre pour Flore. Est-ce qu'il y a en premier lieu les mots ou les images pour vous dans le processus de création? Alors, je sais pas, j'imagine que ça doit dépendre du projet. Typiquement, il y avait les mots avant les images. Mais quand même, dans l'ensemble, j'ai essayé de penser les projets avant de les faire, beaucoup. J'essaie de pouvoir en parler, par exemple, ou de pouvoir verbaliser ce que je pense, il me semble, ou ce que je crois que je vais essayer de faire. Il me semble que ça enrichit la pratique, en fait. Alors là, une question d'un anonyme sur l'actualité. Avez-vous créé, photographié depuis l'apparition de cette pandémie et le chaos qu'elle a créé? Donc, moi, je crois qu'on peut poser la question à chacune, Clémentine et puis Flore, peut-être, si vous avez pu continuer à travailler, à créer, malgré cette période compliquée. Alors, je réponds pour toi, tu réponds pour moi. Non, alors nous, on s'est clairement pas du tout arrêté. Par contre, c'est sûr que la forme de notre travail a été profondément modifiée. On a pu moins voir les gens, on a pu moins voir d'expositions, on a pu moins voyager pour les foires, on a pu aller au calage des livres avec plus de difficultés, mais on a très bien travaillé, on a publié, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus de titres que les autres années, on a publié 7 ou 8 même cette année. Et on a aussi eu beaucoup plus de contacts directs avec nos clients, que ce soit les gens qui achètent des livres, que ce soit les gens qui vont nous voir à la galerie. Finalement, d'une manière assez curieuse, cette distance obligatoire, obligée, a fait qu'on a trouvé d'autres moyens de communiquer, de partager, que ce soit effectivement par les réseaux sociaux comme on est en train de le faire maintenant, même si ça paraît un petit peu bizarre, finalement ça reste aussi fondateur et donc on n'a pas beaucoup dormi, je dois dire. Voilà. Et je réponds pour Flore aussi, parce qu'elle a trop parlé. Flore a beaucoup travaillé cette année, parce qu'effectivement, ce projet pour lequel elle avait reçu le prix de l'Académie des Beaux-Arts Marc Ladré de la Charrière était très important pour elle. Elle a eu 2 ans pour le préparer, mais elle s'est mis une pression folle. Donc en fait, une fois que les images étaient faites, après, ça a été des heures et des heures et des heures de travail sur les tirages, sur le livre. Et vraiment, enfin, je pense que toi aussi, tu n'as pas beaucoup dormi, Flore. Non. Nous, on est arrivé d'Asie juste avant le confinement avec le corpus des images et déjà toutes les deux on a fait ça et quand même c'est pas dans une année, bon voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après c'est pour répondre peut-être des choses un peu plus moi je pense que c'est ça, c'est quand il y a, c'est tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il y a une contrainte nouvelle, être un artiste c'est mettre une créativité nouvelle en balance de ça. Donc j'ai fait, quand on était vraiment sévèrement confinés la première fois, j'ai fait des livres d'artistes plus modestes, plus petits, à la main, voilà, qui me donnent aussi des idées pour qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce que je crois que c'est le premier. On en fera d'autres, il me semble. Et voilà, j'essaie de mettre c'est comme quand on joue aux échecs, j'imagine. Enfin voilà, il y a la vie joue et puis nous on joue à notre tour. Alors on a une autre question. Sandrine, oui. Oui, Sandrine, qui demande quelle est la place de la transmission ? C'est important, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas d'enfants, c'est possible que, voilà, n'en ayant pas, ils sont libérés de l'idée que je pourrais leur transmettre quoi que ce soit. Mais avec Adrienne Claret et Sylvie Hugues, on donne des masterclass depuis plusieurs années, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très enrichissant. Pour ma pensée, en fait, de devoir réfléchir sur comment je peux transmettre quelque chose que je sens, ça m'oblige à verbaliser, à approfondir. Et j'ai beaucoup de joie dans ça. Et on a aussi
d'assez jolis résultats, des stagiaires qui font de jolies choses, et c'est vraiment motivant. Enfin, on a vraiment des stagiaires qui font des choses magnifiques. Irène Jonas qui vient de sortir un livre qui est chez Thierry Biguignon, Amélie Chassari, voilà. Donc on a vraiment des stagiaires qui font des choses qui nous rendent fiers, donc ça donne envie de continuer. Je crois qu'on a une dernière question. Oui, alors Sylvia demande, les galeries sont donc ouvertes, n'est-ce pas? Pouvez-vous parler un peu de la sélection du prix de la Charia? Voilà. C'est une question, ça? Ouais. C'est une double question. Alors les galeries sont ouvertes, mais surtout, effectivement, la très très bonne nouvelle, c'est que l'exposition de l'Académie a pu rouvrir ce matin. Tout à fait, oui. Ce qu'on a dit tout à l'heure, et donc courez-y parce qu'elle est en plus entrée libre et magnifique. On a eu la chance de pouvoir y aller ce jour-là. Et vous, Clémentine, vous présentez aussi une exposition d'ailleurs où il y a quelques photographies de Flore. Oui, tout à fait. Alors nous, on présente, une fois n'est pas coutume, une exposition collective qui est l'image de ce qu'on voulait montrer à Paris Photo cette année et qu'on n'a pas pu faire. On présente 4 de nos photographes français, dont Flore, et une photographe de la galerie Françoise Paviot qu'on a invitée, Juliette Agnel. Les autres photographes sont Guillaume Zully, Adrien Boyer et Marco Barbon. Et surtout notre actualité vraiment du moment est qu'on vient d'ouvrir un deuxième espace à la même adresse mais sur rue, qui a ouvert jeudi dernier et qui sera un espace réellement dédié aux livres que l'on publie, avec une exposition autour d'un livre. Donc là, en ce moment, on a l'artiste JR qui nous a fait un collage et qui accompagne la sortie du livre qu'on a publié au profit du Refettorio, qui est ce restaurant solidaire fondé par Massimo Bottura, qui fait venir des chefs étoilés pour cuisiner pour les SDF. Donc ça, c'est notre actualité du moment. Et n'hésitez pas à venir nous voir. D'ailleurs, on est ouvert jusqu'au 24 au soir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir l'exposition à l'Académie des Beaux-Arts, qui est vraiment un autre rêve. Vraiment un rêve incroyable. Oui, puis les deux d'ailleurs sont pas trop loin à pied, donc on peut presque faire un parcours. Il faut traverser la Seine une fois. Clémentine, voilà. Alors, à propos de rêves, on a une question de Gérard qui demande à Flore, pourriez-vous avoir de tels rêves sans votre propre histoire? C'est une bonne question. Je sais pas, oui, je pense qu'il y a une part de résilience, peut-être, on pourrait dire, dans l'art, ou une pratique artistique qui est basée sur une forme de résilience, oui, certainement. Yuri vous demande quelle est votre heure préférée pour faire des images. Ça dépend des pays quand même, mais dans l'ensemble, ça va être tout à fait au moment où le soleil se lève. 5h30, 6h en règle générale, et des fois en fin de journée il peut y avoir une heure ou deux qui sont très gracieuses. Oui. Pourquoi le matin vous plaît tant? Parce que c'est l'éveil d'un monde, c'est aussi un moment où peut-être les choses vont moins vite, où il y a plus de solitude aussi, plus d'espace vide. Aussi, mais dans l'absolu, il me semble que dans la plupart des pays que j'ai visités, alors pas tous, hein, mais quand même dans l'ensemble, c'est là que la lumière est la plus belle pour moi. Ce qu'on appelle un peu la golden hour. Non, peut-être. C'est la fin de journée, mais c'est juste après l'heure bleue. D'accord, oui, l'heure bleue, c'est ça. Juste après. Très bien. Je crois qu'on avait une question avant d'Estelle qui voulait connaître vos prochains projets photographiques. Je sais pas si je peux annoncer ça avec ma galeriste préférée qui est là, mais je voudrais prendre une année sabbatique. Quoi? Une année sabbatique. Moi aussi, je veux bien, on la prend ensemble. Comme ça, on pourrait faire des choses avec notre année sabbatique. Une année sabbatique, c'est pas une année où je m'arrêterai pour faire du crochet, quoique, mais ça serait une année de rêve, une année de vacances, je veux dire pas des vacances, mais de la vacance, pour pouvoir nourrir tout ça, parce que ça m'a quand même demandé beaucoup et je sens pas que je puisse, j'ai besoin de temps en fait, j'ai besoin de temps pour repenser un projet qui serait vraiment profond et pour faire un livre que j'aimerais qu'il soit encore plus beau que celui-ci, et ça demande du temps, enfin à moi en tous les cas. Parce que c'est vrai que dans votre travail, on sent qu'il y a aussi comme un flirt avec le monde à chaque fois dans lequel vous allez,
Et j'imagine, on parlait au début, Colline vous posait cette question sur l'état poétique dans lequel vous devez sans doute être pour créer. J'imagine que cet état-là, il ne se commande pas trop et c'est toujours un peu difficile, j'imagine, d'anticiper beaucoup, d'être dans un... Je pense que c'est quelque chose qui se dompte en fait. Et souvent, ce qui fait la douleur dans la pratique, parce que voilà, vu comme ça, on pourrait croire que c'est une pratique assez légère, mais non, mais c'est quand même une pratique assez en souffrance. Le type de photographie que je fais, c'est parce que j'arrive bien à être à l'intérieur de moi-même, mais quand même il y a une très grande dichotomie quand on regarde les images entre l'intérieur et les images intérieures que j'ai et la vraie vie. Et même il n'y a pas de rapport entre la vie que je mène, je ne vais pas de palace en palace et de yacht en yacht dans l'idée de ramener la beauté du monde. J'ai une vraie vie, elle est souvent assez... Voilà, financièrement peut-être assez juste. On a fait plus de taudis au Maroc, presque autant de taudis que mon ami Marco Barbode. Enfin, c'est une dichotomie très forte. Donc, l'état de rêve, il est plutôt inhérent à ma personne. Mais après, c'est comment ça circule entre le monde et moi peut être un peu difficile. On a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres, donc il y a peut-être le moment de conclure cette rencontre, ce bel échange. Pour clôturer cette rencontre, nous rappelons que l'exposition de Flore est visible à l'Académie des Beaux-Arts au 23 quai de Conti à Paris. L'entrée est gratuite jusqu'au 31 janvier prochain. Une autre exposition donc à la galerie Clémentine de la Ferronnière qui présente donc Flore avec d'autres photographes. Un grand merci à l'association Gens d'Images, sa présidente Nathalie Baucher-Lenoir, Alexandre Arminjon qui a eu l'idée de cet échange numérique à l'ADAGP pour nous accueillir dans ses locaux, à Adrien Claret-Pérez qui a permis que cet échange soit filmé et retransmis en direct dans une très bonne qualité, je l'espère. L'Académie des Beaux-Arts qui a participé aussi à l'événement et vous tous pour vos questions. Et pour votre intérêt. Sachez que l'association Gens d'Images organise ce type d'échange plusieurs fois dans l'année et que l'adhésion à l'association vous permet d'être invité et de suivre un pan de l'histoire contemporaine de la photographie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci.